Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de la FCI, le 26e depuis le début de la pandémie l'an dernier. Je suis Jasmin Guenette, très heureux encore une fois d'être avec vous, vice-président aux affaires nationales. Bienvenue encore une fois pour cette rencontre exclusive organisée donc par la FCI, où nous sommes très honorés d'avoir avec nous la ministre du Développement économique et des langues officielles, l'honorable Mélanie Joly. Je tiens à la remercier chaleureusement d'être avec nous. Comme à notre habitude, on vous invite dès maintenant à soumettre vos questions pour la période d'échange en allant dans la rubrique questions que vous allez trouver dans votre panel à la droite de votre écran. Et sachez évidemment que ce webinaire, comme les autres, est enregistré, que vous recevrez dans les 2-3 prochains jours un courriel dans lequel il y aura le lien pour réécouter la présentation. Et donc, avant de donner la parole à la ministre, je vais demander au président de la FCI, M. Dan Kelly, de présenter officiellement notre invité d'honneur aujourd'hui, la ministre Mélanie Joly. Dan, la parole est à toi. Parfait, merci Jasmin. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous. Pardon. Encore une fois, pardon. Excellent. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter notre invité d'honneur, l'honorable Mélanie Joly. Je tiens personnellement à remercier la ministre d'avoir accepté notre invitation à participer à ce webinaire. J'ai eu plusieurs conversations avec la ministre Joly depuis le début de la pandémie. J'apprécie qu'elle prenne contact avec le FCI pour expliquer certaines décisions du gouvernement et qu'elle soit à l'écoute de nos recommandations et de nos points de vue. Pardon pour mon français. Le gouvernement a introduit de nombreuses mesures pour aider les PME depuis le début de la pandémie. Les programmes d'aide ne sont pas parfaits et nous allons continuer à mettre de la pression pour qu'ils soient améliorés et disponibles, et ce temps est aussi longtemps que toutes les PME ne seront pas complètement réouvertes. Mais malgré ces critiques, on doit reconnaître le travail du gouvernement qui a mis rapidement en place des mesures importantes et qui sont d'une grande aide pour plusieurs PME. Également, le gouvernement n'a pas hésité à faire des changements au programme d'aide en cours de route et je tiens à les féliciter pour cela. Je sais que cela représente énormément de travail. Mélanie Joly est diplômée en droit. Elle a été élue pour la première fois à la Chambre des communes en 2015. Elle a été ministre du patrimoine canadien, ministre du tourisme, des langues officielles et de la francophonie, et elle est maintenant ministre du développement économique et des langues officielles. Ce n'est pas toujours facile de répondre aux questions de membres de la FCI dans des webinaires comme celui-ci. Nous sommes heureux, Madame la Ministre, que vous preniez le temps de faire une présentation pour nos membres aujourd'hui et je vous remercie encore une fois pour votre disponibilité. Malheureusement, je peux pas rester avec vous en raison de l'annonce de gouvernement fédéral concernant des tests rapides, mais un bon webinaire à tous et à toutes. À vous, Mélanie.
Bonjour, merci Dan. Et en passant, très bon français. Toujours un plaisir de t'entendre. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je sais aussi que je ferai une séance en anglais plus tard la semaine prochaine. Donc, on va avoir l'occasion de se voir 2 fois en une semaine, ce qui constitue en soi de bonnes nouvelles. Je voulais te remercier personnellement, Dan, parce que premièrement, ça me fait toujours plaisir de pouvoir parler avec toi, de pouvoir entendre tes préoccupations, tes suggestions aussi. Je me rappelle encore au printemps dernier, lorsqu'on travaillait ensemble pour faire en sorte que la subvention salariale passe de 10 en fait à 75 et puis, certainement, ton aide a été très utile, puis on a vu à quel point ça fait toute la différence pour maintenir les gens en emploi et certainement aussi garder les entreprises à flot. Donc, merci. Merci, Jasmin, aussi pour ton introduction et ton travail de MC. Ça me fait plaisir de te voir aussi. Et aussi, je pense que François Vincent est avec nous. François et moi, on a travaillé beaucoup aussi ensemble parce qu'il est en charge de la FCEI en fait, au Québec. Et à chaque 2 semaines, on se parle chaque matin avec le ministre de l'Économie du Québec, Arthur Fitzgibbon, et les autres grands joueurs économiques au Québec. Alors, on a l'occasion d'échanger beaucoup d'informations, mais concrètement aussi, on a travaillé, François et moi, à faire en sorte de promouvoir l'achat local, le soutien aux petites entreprises et on a même lancé une campagne de promotion de l'achat local ensemble au cours de l'été et au début de l'automne. Donc, merci François d'être avec nous. Je voulais avoir l'occasion de vous présenter rapidement notre budget. Vous savez, un budget, c'est quoi? Comme entrepreneur, vous le vivez, c'est un plan de match. C'est comment on peut s'assurer de prévoir l'avenir et de dresser nos priorités. Nos priorités, elles sont en 3 parties, fondées sur 3 piliers. La première, se sortir de la crise sanitaire et être en mesure que les entreprises survivent. Donc, faire en sorte de soutenir les provinces et territoires dans leur plan de vaccination et certainement continuer au niveau de l'approvisionnement. Et deuxièmement, certainement poursuivre l'aide aux entreprises qu'on a annoncée depuis le début, mais certainement faire en sorte aussi que la subvention salariale, l'aide au loyer là, et au coût fixe et tout ce qui est lockdown support, là, le support pour les zones de confinement se maintiennent. Donc, c'est le cas jusqu'au 25 septembre. Première priorité. Deuxième priorité, c'est sûr que même après la vaccination, il va y avoir une récession COVID. Comment on gère la récession? Bien, on sait qu'il y a des parties de notre population qui ont été plus affectées par la crise économique. On pense aux femmes parce qu'elles ont souvent resté plus souvent à la maison, se sont occupées des enfants, de la famille et des tâches ménagères. Et aussi, elles sont plus dans des secteurs qui ont été vraiment très touchés par la pandémie, tourisme, restauration, services, etc. Donc, les femmes, les travailleurs à faible revenu, les jeunes et aussi toutes nos PME, on le sait, donc ce sont vous. Nos PME, particulièrement dans les secteurs, comme je le disais, plus affectés, tourisme, restauration, petit commerce de détail, services. J'ai également sous ma responsabilité le secteur touristique. Donc, je suis très au fait de ce qui se passe dans ce secteur-là et on a plusieurs bonnes nouvelles pour vous dans ce budget-ci. Et donc, je pense que j'aurai une série de questions, mais il y a plusieurs mesures sous ce pilier 2 pour vous aider en tant qu'entrepreneur. Et finalement, troisième pilier, c'est vraiment, bon, comment on pense à plus long terme? Comment on peut s'assurer de rebâtir mieux? En anglais, on dirait « build back better ». Et sachant aussi qu'il y a une grande tendance, un grand changement qui a lieu un petit peu partout à travers le monde, c'est-à-dire on s'attarde véritablement à penser à décarboniser notre économie, donc à diminuer notre empreinte environnementale et à s'attaquer au changement climatique. Donc, il y a beaucoup d'investissements à ce niveau-là, certainement aussi pour les PME, pour les aider à devenir plus vertes et à épouser, dans le fond, des différentes technologies qui, parfois, peuvent être coûteuses à intégrer aux entreprises, mais là, que tout à coup, le gouvernement peut vous aider à les intégrer à moindre coût. Donc, c'est essentiellement les 3 piliers du budget. Et moi, ce que je vous dirais, un peu inspiré de ce que Dan vous a parlé un petit peu plus tôt, c'est on a été là depuis le début avec vous pour traverser la crise. On a fait preuve de flexibilité.
Ça a été agréable de pouvoir travailler ensemble, même si c'était parfois pas parfait. Mais on a vu à quel point que le gouvernement fédéral avait un rôle à jouer pour assurer une sécurité sociale, un filet de sécurité au pays, mais très certainement à soutenir nos entrepreneurs pour leur permettre de passer à travers la crise et les aider à rebondir. Donc, on était là, on est là et on sera là dans le futur. Donc, travaillons ensemble pour que justement ce lien de confiance qu'on a développé durant la pandémie et la crise économique se maintienne au cours des prochains mois et des prochaines années. Alors voilà, Jasmin, ça me fait plaisir de répondre aux questions. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Madame la ministre. Encore une fois, on est très heureux de vous avoir avec nous. Quand on a envoyé les invitations, c'était possible pour les gens déjà de soumettre à partir de l'invitation des questions. Et donc, je vais commencer avec des questions qu'on a déjà reçues et par l'entremise de nos invitations. Donc, la première question vient de M. Emani qui dit que, bon, il lui a fallu, et ça concerne le Fonds d'aide et de relance régionale, un programme pour lequel vous êtes responsable. Il écrit, pendant la pandémie, il nous a fallu 1 mois pour rassembler nos documents pour faire une demande, puis nous avons dû attendre 2 mois avant de recevoir un courriel nous informant que notre agence avait reçu notre demande. Et il demande au fond, est-ce que quelque chose peut être fait pour réduire les délais quand des demandes sont faites auprès des agences pour le Fonds d'aide et de relance régionale? Ben, merci, M. Mamie, pour votre question. Elle est super importante parce qu'en effet, je suis d'accord avec vous, on doit toujours réduire les délais puis on doit toujours réduire la paperasse. C'est une priorité. En même temps, durant la COVID, les agences de développement économique régional un peu partout, vous êtes en Colombie-Britannique, donc c'est l'Agence de la diversification économique de l'Ouest. Dans le sud de l'Ontario, c'est fait DEV. Dans le nord de l'Ontario, c'est fait Nord. Au Québec, c'est le DEC. Et dans le nord, dans l'Est, c'est l'APICA, ACOA en anglais. Dans le grand nord, les territoires, c'est CAN-Nord. Donc, bref, nos 6 agences de développement économique ont eu à gérer des niveaux historiques de demande. Et en même temps, ce qu'on s'est rendu compte aussi, en particulier pour la Colombie-Britannique et pour l'Ouest, c'est qu'il fallait en faire plus. Et c'est pour ça que récemment, j'ai annoncé qu'on allait créer une nouvelle agence de développement économique pour la Colombie-Britannique pour augmenter le budget de soutien aux entrepreneurs en Colombie-Britannique, mais aussi pour faire en sorte qu'on ait plus de présence un peu partout à travers la Colombie-Britannique parce qu'on a seulement un bureau à Vancouver. Et sincèrement, dans les circonstances, ça n'a pas de bon sens. On doit être un peu plus présent, puis on doit être représenté géographiquement à travers le territoire britanno-colombien. Donc, je pense qu'en ce sens-là, le 110 millions de plus qui va être donné à cette nouvelle agence-là, le fait qu'on va ouvrir des nouveaux bureaux, bref, on peut être confiant dans l'avenir parce que certainement, on va avoir plus de ressources et ce faisant, les délais de traitement vont être améliorés. Donc, merci d'avoir travaillé avec nous. J'espère que une fois que, dans le fond, vous avez eu accès au phare, les choses se sont bien passées. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, on est là. Merci. Et nous, on réitère à nos membres, au fond, de nous faire part de leurs expériences quand ceux-ci font des demandes auprès d'agences comme celle-là pour, au fond, tenter de trouver des solutions pour améliorer le service à la clientèle et la rapidité du traitement des demandes. Oui. Maintenant, une question qui touche les garderies. Donc, il y a une annonce qui a été faite par la ministre Freeland à cet effet là, lors du dévoilement du budget pour la création d'un réseau national de garderies. Et donc, une propriétaire, au fond, une propriétaire de garderie de Montréal veut savoir est-ce que le gouvernement fédéral planifie d'inclure les garderies privées non subventionnées dans leur plan national. Donc, elle craint que le gouvernement suive le système québécois dans lequel les garderies privées non subventionnées n'ont pas accès au même support et elles ne peuvent pas offrir aux éducatrices les mêmes conditions salariales et avantages sociaux. Donc, elle pose la question, est-ce que le gouvernement fédéral planifie d'inclure les garderies privées non subventionnées dans son plan national? Bien, merci, Jasmin. Je suis contente qu'on parle de garderie parce qu'il va de soi que c'est certainement une des solutions pour faire en sorte que les femmes puissent vraiment être en mesure de participer
dans le fond, au travail, au marché du travail. Et puis, on l'a vu durant la pandémie, j'en ai parlé tantôt, les femmes ont été plus affectées. On parle même d'un phénomène qui s'appelle la she-session, donc la récession féminine. Et donc, notre objectif, ça a été d'annoncer 30 milliards de plus pour soutenir l'élaboration, l'établissement d'un réseau pan-canadien de garderies à travers le Canada. C'est la première fois que, dans le fond, le gouvernement fédéral met autant d'argent sur la table, puis on espère qu'on va pouvoir travailler avec les provinces et territoires pour le faire. Concrètement, avec le Québec, c'est sûr qu'on va vouloir s'entendre avec le Québec. On sait aussi que, bon, le Québec va avoir sa juste part de ce financement-là. On parle d'au moins 1 milliard de dollars par année, ce qui est énorme. Le Québec a un système de garderie qui coûte environ 3 milliards de dollars, qui inclut les CPE, mais qui inclut aussi le crédit d'impôt, dans le fond, qui est applicable pour ceux qui envoient leurs enfants dans les garderies non subventionnées. Et nous, ça va faire plaisir d'avoir des conversations justement avec le gouvernement du Québec, savoir comment ils vont déployer ces sommes-là. Mais je pense que ça va certainement vous donner un gros coup de pouce pour faire en sorte que les parents qui se cherchent encore des places en garderie soient en mesure de trouver des solutions. Merci beaucoup. Et je vais me permettre une sous-question. Est-ce que à ce moment-ci, il y a un échéancier pour voir un peu un plan de travail ou on est trop tôt dans le processus concernant ce réseau de garderies nationales? Mais là, en fait, Mme Freeland a annoncé le tout dans le budget. Maintenant, la balle est dans le camp de mes deux collègues, Dominique Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales, qui négocie tous les jours avec les différentes provinces et territoires, donc certainement avec le Québec, et aussi avec Ahmed Hussein, qui est le ministre en charge d'établir cette grande stratégie-là au niveau pan-canadien. Je ne m'attends pas à ce que toutes les provinces, d'un coup, comme ça, acceptent. On s'attend à ce que ça soit une province après l'autre. Et certainement, on peut penser que le Québec, étant donné qu'ils ont déjà un réseau de garderies, va être plus apte à avoir ces conversations-là plus rapidement avec nous. Donc, je sais aussi que le ministre Girard, le ministre des Finances du Québec, voit d'un très bon œil obtenir ce milliard de dollars de plus pour financer son système. Donc, je pense que les choses roulent, mais bien entendu, on doit encore et toujours travailler pour mettre plus de pression pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Merci bien. Maintenant, on a reçu une question de Caroline Gaumont de Laval oui. Concernant l'assurance emploi et les incitatifs à l'embauche. Au fond, elle demande quand le gouvernement planifie-t-il d'augmenter les critères d'admissibilité à l'assurance emploi, donc, et plus spécifiquement les heures requises pour avoir accès à l'assurance emploi qui ont été abaissées à 120 heures durant la pandémie. Donc, est-ce que le gouvernement va changer cela bientôt et est-ce que le gouvernement va introduire des incitatifs pour le retour au travail? Il y a différentes choses. Nous, on a mis en place, bien entendu, des incitatifs pour être en mesure d'embaucher les gens. Donc, la subvention salariale. Et il y en a un nouveau qui s'en vient, qui s'appelle, dans le fond, qui vise à financer l'embauche, donc un incitatif à l'embauche. On aura plus d'informations à donner sous peu là-dessus, mais essentiellement, ça va être basé sur le fait qu'une partie de votre augmentation de masse salariale va pouvoir être financée. Donc, je pense que c'est des bonnes nouvelles. Puis, ça vient aussi peu à peu contrer dans certains secteurs d'activité l'effet de la diminution de la subvention salariale qui va s'échelonner au fur et à mesure où, essentiellement, les mesures de distanciation physique vont s'assouplir parce que la vaccination va être, dans le fond, va être en progression. Vous savez, quand on dit que, dans le fond, la subvention salariale va jusqu'au 25 septembre, c'est parce qu'on lit ça à notre calendrier de vaccination. On a toujours dit que tous les Canadiens qui veulent se faire vacciner, donc 2 doses, le seraient d'ici d'ici le mois de septembre. Et puis, l'objectif pour être capable d'arrêter la progression des variants et du virus au pays, il faut qu'il y ait entre 70 et 75% de toute la population qui doit être vaccinée. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, il y a un lien, il y a une corrélation parfaite entre le calendrier de vaccination et nos mesures économiques. Pour répondre à votre question concernant l'assurance emploi. L'assurance emploi, normalement, il y a un objectif, en fait, une mesure de 420 heures par année
qui est accordé. On a fait un crédit comment je peux dire, d'une fois face, dans le fond, à ce qui se passait l'été dernier, au printemps dernier, lors du confinement, de 300 heures. Et c'est pour ça que pour une fois, les gens peuvent faire en sorte de réclamer seulement 120 heures. Mais après, le 420 heures revient. Et donc, essentiellement, on va pouvoir voir que les choses vont se rétablir un petit peu mieux. Et en ce sens-là, il n'y aura pas de désincitatif à l'emploi. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Et pour le bénéfice des gens qui sont avec nous aujourd'hui, donc, on a publié un rapport sur l'assurance emploi, certaines des recommandations qu'on fait au gouvernement fédéral au sujet du programme. Et ce rapport-là est disponible évidemment sur notre site web. Et je vous rappelle l'adresse fci.ca. Maintenant, une question qui nous vient de Béatrice Mukaga-Kwandi de Valcourt, qui concerne au fond le support pour les femmes entrepreneurs et les gens de couleur. Donc, elle voudrait savoir qu'est-ce que le gouvernement a fait pour concrètement aider les femmes entrepreneurs et surtout les gens de couleur, l'ajout dont elle fait partie. Oui, bien, merci beaucoup Béatrice, c'est une excellente question. Donc, j'en ai parlé tantôt, femmes plus affectées, donc on a voulu aider, on a parlé des garderies, mais il y a une autre chose aussi il y a une autre initiative qui est mise de l'avant, c'est la stratégie pour l'entrepreneuriat féminin. Donc, nous, via DEC au Québec, on a travaillé avec Femmes et Sort, avec, dans le fond aussi, le Réseau des femmes d'affaires du Québec, pour être en mesure d'offrir du microfinancement à plusieurs entrepreneurs femmes. Dans le budget, on rajoute 150 millions de plus à la stratégie pour l'entrepreneuriat féminin qui avait été mise en œuvre un petit peu plus tôt en 2018. Donc, on va continuer de faire ces investissements-là parce qu'on voit que cet accès au capital fait une énorme différence dans la capacité des femmes de se lancer en affaires. Pour les personnes qui sont issues des communautés noires, ils ont en plus accès à une nouvelle forme de financement. Au Québec, c'est le groupe 3737 qui offre, dans le fond, des micro-prêts, encore une fois, pour aider les entrepreneurs à avoir accès à du financement. Et donc, dans les circonstances, je vous invite à aller voir le groupe 3737 ou même poser des questions à Développement économique Canada pour les régions du Québec, donc DEC, pour savoir comment vous pouvez avoir accès à ce financement-là. Parce que dans le dernier budget, on a investi en fait environ 60 millions de plus pour une stratégie qui avait été lancée l'an passé, environ là, de 220 millions. Bref, il y a du financement et puis vous allez pouvoir avoir accès à de l'aide. Et c'est sûr que l'objectif, c'est lorsque vous avez ce financement-là, mais après, vous êtes capable d'aller voir une institution financière et dire, écoutez, là, le gouvernement nous a passé de l'argent, là. Pouvez-vous, s'il vous plaît, aussi faire en sorte de croire en nous parce que, essentiellement, ça va être votre façon de démontrer que le gouvernement du Canada est capable de vous aider à passer à travers cette barrière systémique qui est là et qui empêche des fois plusieurs membres de la communauté noire et des différentes communautés racisées de pouvoir avoir accès à du financement. Donc, c'est une façon de pouvoir débloquer d'autres formes de financement. Alors, bonne chance. Puis, ça va me faire plaisir que mon équipe et moi répondent à vos questions s'il y en a d'autres. Bonne chance, Béatrice. Merci beaucoup, Madame la ministre. Une question maintenant qui nous vient de M. Beauchemin de Laval. Oui. Et donc, il se demande, donc, pour la salle, oui. Moi, je viens de Laval, Jasmin. Lui, M. Beauchemin, il vient de la salle, lui. Exactement. Donc, si j'ai dit Laval, je m'excuse, c'est plutôt de la salle. Donc, Luc Beauchemin de la salle qui demande, pour les entreprises qui sont restées ouvertes depuis le début de la pandémie et qui ont des coûts d'opération plus élevés, notamment parce que ces entreprises-là ont dû acheter des équipements de protection personnelle, mettre en place des affiches, acheter du plexiglas, les produits désinfectants, etc. Donc, est-ce que le gouvernement va mettre en place un programme de subvention afin de dédommager ces dépenses qui sont liées à la COVID-19? Mais en fait, M. Beauchemin, on l'a déjà fait parce que on l'a fait via les prêts aux petites entreprises qu'on a offert. Au départ, là, quand la pandémie a frappé, on a annoncé que
les PME avaient accès, peu importe leur domaine d'activité, à 40 000 de prêt. Et s'ils remboursaient en l'espace de 2 ans, ils pouvaient garder 10 000 Donc, c'était un prêt pardonnable où le quart du financement, en fait, pouvait être transformé en subvention. Et là, ce qu'on a fait par la suite, c'est que on a dit, bon, la pandémie se poursuit, les besoins de liquidité sont grands, faisant en sorte d'augmenter à 60 000 la possibilité de prêt et faisant en sorte que 20 000 puissent être pardonnables et donc le tiers, donc on part du quart au tiers de, dans le fond, du prêt qui peut se transformer en subvention, c'est remboursé. Donc, je pense que c'est une bonne façon de pouvoir justement compenser l'augmentation des coûts. Si vous n'avez pas accès à ce programme-là, vous pouvez venir nous voir à l'Agence de développement économique régional, donc chez DEC au Québec. Et nous, on a un programme qui s'appelle le FAR, qui vous permet d'avoir accès essentiellement à ce financement-là. Donc, une partie de prêt, une partie aussi qui est de subvention, là, donc qui devient un prêt pardonnable. Et dans les choses qui peuvent être, dans les items qui peuvent être couverts, il y a certainement tout ce qui est en lien avec les frais associés à la mise en œuvre là, dans le fond, des infrastructures barrières, là, donc que ce soit, dans le fond, l'équipement de protection individuelle, tous les frais de nettoyage, les mesures de sécurité, etc. Donc, ça, c'est une autre façon de pouvoir répondre à votre question. Puis finalement, si vous êtes, en fait, non, vous êtes à la salle, fait que c'est correct, mais en fait, à la salle, je vous dirais, la façon de faire, c'est que je vous invite à contacter PME Montréal. PME Montréal est un réseau dans lequel on a investi qui offre aussi ces prêts-là. Donc, c'est une bonne façon. Vous avez juste à parler à votre conseiller dans votre région de PME Montréal, puis lui dire que vous êtes intéressé par le programme FAR. À ce moment-là, il pourra vous aider. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi environ, on est rendu à plus de 40 millions dans PME Montréal. Et ça, ce sont des prêts qu'on a, dans le fond, de l'argent qu'on a donné à PME Montréal pour faire des prêts, pardon. Mais une fois que les gens vont rembourser une partie de leurs prêts, mais cet argent-là va être retourné à PME Montréal et ne sera pas remboursé au gouvernement fédéral, va être davantage gardé par PME Montréal. Et là, ça, ce que ça fait, c'est qu'on va avoir recapitalisé PME Montréal et PME Montréal va avoir une force de frappe plus grande pour faire dans l'avenir des prêts aux PME puis du microcrédit à travers Montréal. Et dans d'autres cas, là, au Québec, c'est le réseau des SADC avec lequel on a travaillé. Donc, longue réponse, mais je pense que vous avez des éléments là-dedans pour faire en sorte d'avoir des outils pour votre problème. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Madame Joly. J'ai Luc Sergerie de Timmins qui nous a fait parvenir une question par courriel. Au fond, cette question-là vient synthétiser là, un très, très grand nombre de questions qu'on a reçues sur le même sujet. Donc, c'est un des nombreux propriétaires d'entreprises qui se demande si votre gouvernement va faire des modifications au programme d'aide actuel ou lancer un nouveau programme pour aider les nouvelles entreprises. Et quand on dit nouvelle entreprise, on parle au fond d'entreprises qui ont démarré leur activité après mars 2020. Mais en fait, c'est sûr qu'il y a les différents programmes là, dont j'ai beaucoup parlé, la subvention salariale, prêts aux petites entreprises, etc., puis même aussi le programme FAR, etc. Maintenant, il y a des nouvelles mesures qui s'en viennent, Jasmin. Une bonne nouvelle aussi, dans le fond, pour M. Sergerie à Timmins. Il y a, premièrement, dans le fond, le financement des petites entreprises. Il y a une augmentation du montant maximal de 350 000 à 500 000 que vous pouvez, dans le fond, réclamer auprès de vos institutions financières. Puis, on a élargi l'admissibilité des prêts pour inclure aussi les actifs et les dépenses de démarrage. Donc, ça certainement, ça va aider. L'autre chose, c'est qu'on a beaucoup entendu de la part, surtout de nos détaillants, la frustration liée aux frais des cartes de crédit. Donc, on a décidé de s'attaquer à cet enjeu-là. Et on va faire en sorte de diminuer les frais d'interchange, dont on entend trop souvent parler, puis qui ont été, cette réalité-là a été exacerbée durant la pandémie parce que tout le monde s'est mis à payer par carte de crédit. Et finalement, il va y avoir aussi beaucoup d'aide pour vraiment être capable de pivoter votre entreprise et adopter
des technologies numériques. Donc, il y a du financement aussi qui s'en vient à ce niveau-là. Puis aussi, il va y avoir des stages qui vont être offerts aux jeunes Canadiens que vous allez pouvoir engager dans vos entreprises pour être en mesure justement de vous aider à adopter ces différentes technologies numériques-là. Donc, ce sont essentiellement les quatre initiatives dont je peux vous parler présentement. On a, je rappelle aux gens qui sont à l'écoute qu'on a une pétition sur notre site web et dans laquelle c'est possible d'identifier certaines des mesures que vous trouvez les plus importantes et les améliorations apportées aux différents programmes. Donc, j'invite tout le monde à aller sur notre site web, à signer la pétition et ça inclut notamment un item concernant les entreprises récemment lancées, s'assurer qu'elles aussi puissent avoir du support. Et je vais poursuivre avec une question qui touche la dette des entreprises. On a publié un rapport il y a quelque temps qui montrait qu'en moyenne, les PME ont contracté 170 000 $ de dette jusqu'ici pour essayer de passer à travers la pandémie. Donc, on a ici M. Park qui demande si le gouvernement a l'intention de pardonner une plus grande partie des prêts, comme par exemple avec le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, ou d'autres mesures qui pourraient être introduites pour alléger la dette des PME. Bien, on en a parlé. J'ai parlé du 40 000 qui est devenu un 60 000 et la partie pardonnable qui est passée de 10 000 à 20 000. Donc, ça, on l'a déjà fait. Aussi, on a annoncé que la subvention salariale se continuerait jusqu'au 25 septembre. Même chose pour l'aide au loyer. Et aussi, dans le fond, tout ce qui est en lien avec le Fonds d'aide et de relance régionale là, via les agences de développement économique. En plus de l'appui qui s'en vient dans différents secteurs. C'est sûr que si vous êtes dans différents secteurs aussi plus touchés, il y a un programme qui s'appelle, dans le fond, en anglais, le HASCAP. Là. Donc, c'est vraiment un programme pour les industries les plus touchées. Vous pouvez aller voir votre banque qui va être capable de vous offrir ce financement-là. Ce sont des prêts remboursables sur 10 ans. Donc, rendu là, on est presque dans de l'équité à du 4 garanti par le gouvernement du Canada. Donc, je pense que ça aussi, ça peut certainement vous aider à étaler l'endettement dans le temps. Je regarde en tant que ministre du Tourisme aussi, beaucoup d'hôtels, beaucoup d'hôteliers qui ont eu recours. Même chose pour aussi des restaurateurs, donc ou des gens qui étaient dans le domaine du design, de l'art et de la culture, etc. Puis finalement, je vous dirais aussi que il y a de l'aide dans le budget pour certains secteurs plus spécifiques, que ce soit si vous êtes dans le secteur du tourisme, il va y avoir un fonds via les agences de développement économique de 500 millions. Si vous êtes dans le secteur de l'aéronautique, donc il va y avoir un fonds de 250 millions. Si vous êtes dans le secteur aussi des arts et de la culture, donc du financement pour les événements, les festivals, etc., via les agences de développement économique, 250 millions, 200 millions, pardon, puis 200 millions aussi à Patrimoine pour les plus petits événements. Et puis à Patrimoine Canada aussi, il va y avoir beaucoup d'aide pour toutes les organisations en lien avec le secteur de la culture aussi. Donc, ce sont dans le fond, des initiatives qui vont certainement pouvoir aider. Et du reste, dans le fond, Jasmin, je suis prête à répondre à d'autres questions. Merci beaucoup, Madame la ministre. Le programme de crédit pour les secteurs très touchés est un programme qui a été récemment lancé et il y a beaucoup d'informations sur ce programme-là qui se trouvent sur notre site web. On a une section COVID là, avec beaucoup d'informations, une foire aux questions très bien développée. Donc, si vous avez des questions sur le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le programme de crédit pour les secteurs très touchés, les autres programmes, la subvention salariale, etc. Donc, il y a beaucoup d'informations qui se trouvent déjà sur notre site web et nos conseillers, évidemment, peuvent répondre à vos questions. Les questions, là, il y en a beaucoup qui tournent autour, puis vous l'avez mentionné juste un petit peu précédemment, là, tournent beaucoup autour du tourisme. Ici, j'ai Shelina qui possède une entreprise, Best Way Tours, qui dit qu'elle a assisté à un webinaire au cours duquel vous avez déclaré que le gouvernement allait soutenir le secteur du tourisme.
notamment compte tenu de l'impact massif là, auquel il a été confronté. Donc, elle se demande s'il y aura des subventions spécifiques pour le secteur, des programmes qui seront lancés spécifiquement pour le secteur. Vous l'avez mentionné un petit peu brièvement là, dans votre réponse précédente. Et en particulier, elle se demande si la subvention salariale d'urgence du Canada sera bonifiée, changée, augmentée pour les entreprises dans le secteur touristique, parce que même si elles réouvrent, ben, elles ont été fermées tellement longtemps que ces programmes d'aide-là sont toujours, au fond, très, très importants. Mm-hmm. Bon, il y a différentes choses. Donc, oui, il y a la subvention salariale. C'est sûr que c'est bien écrit dans le budget. Si jamais il faut rajouter 2 mois, on le fera. Donc, mais essentiellement, pour l'instant, la date, c'est le 25 septembre. Mais on a toujours été très flexible, à l'écoute du milieu des affaires, parce que notre objectif, c'est certainement pas de propulser des entreprises vers la faillite. Au contraire, on veut qu'elles survivent la pandémie puis qu'elles puissent rebondir. L'autre chose aussi, c'est que l'incitatif à l'embauche là, pour augmenter la masse salariale, on va avoir plus d'informations à donner là-dessus, mais ça va certainement aider aussi à garder les employés, puis à vous aider aussi à pivoter, à faire preuve un petit peu d'innovation. Puis finalement, le fonds de 500 millions pour aider les PME dans le domaine du tourisme, j'aurai plus d'informations à donner sous peu. Mais essentiellement, notre objectif, ça va être de faire un partage de risque. Donc, si vous mettez un petit peu d'argent sur la table, nous, on peut certainement en mettre plus pour vous. Et là, ben, à ce moment-là, vous allez peut-être être en mesure d'investir dans votre entreprise pour améliorer la destination, puis créer des expériences intéressantes. Donc, ça va être notre façon de vous faire confiance, puis dans le fond, de vous propulser un petit peu pour vous aider à sortir de la crise. Donc, dans les prochaines semaines, j'aurai plus d'informations là-dessus. Merci beaucoup, Madame la ministre. Et donc, encore une fois, il y a beaucoup de questions sur le secteur touristique, mais on a aussi beaucoup de questions sur la question des travailleurs étrangers et l'immigration. Puis, c'est un dossier qui est très complexe. Je ne veux pas nécessairement aller dans le menu détail, mais on a une question ici de Hicham Berouel qui demande, au fond, est-ce que le gouvernement compte alléger les procédures pour embaucher des travailleurs étrangers temporaires. La procédure d'étude d'impact sur le marché du travail, c'est une procédure qui est coûteuse. Les délais peuvent être longs et ça représente un handicap pour son entreprise à lui, mais pour un très grand nombre de PME. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait au niveau de l'immigration pour accélérer le processus pour notamment les entreprises du secteur agricole et beaucoup d'autres secteurs qui ont besoin de ces travailleurs-là? Merci, Jasmin. Mais on sait que justement les travailleurs étrangers temporaires sont importants. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de dire, bon, ben, s'ils sont si importants, pourquoi ils sont-ils temporaires? Pourquoi faisons-nous pas en sorte de leur offrir la résidence permanente? Donc, on a fait des annonces là-dessus parce qu'on pense que c'est une façon aussi de pouvoir créer une certaine fiabilité, une certaine loyauté auprès de cette clientèle-là, puis qui est, ben, en fait, de cette main-d'œuvre-là, qui est essentielle à notre souveraineté alimentaire en particulier. Donc, ça, c'est un des éléments qui a été annoncé par mon collègue ministre de l'Immigration. L'autre chose, c'est qu'on sait qu'on doit améliorer les délais de traitement. La COVID a bouleversé un petit peu plus nos opérations là-dessus, à ce sujet-là. On a travaillé avec plusieurs dizaines de pays pour être en mesure d'organiser des vols pour faire venir ces personnes-là du Guatemala, du Mexique, des Caraïbes, etc. Encore à ce jour, à chaque semaine, il y a dans le fond des avions qui sont remplis de ces travailleurs et qui sont par la suite testés et qui restent en quarantaine, payés par le gouvernement du Canada et par la suite retestés et par la suite, ils sont envoyés au sein des différentes entreprises. Donc, vous pouvez voir la complexité du système, puis les coûts aussi qui sont assumés aussi par le gouvernement du Canada, mais aussi par les entreprises. Donc, c'est pas un système parfait. On sait qu'on doit l'améliorer.
mais je pense qu'on fait preuve de non seulement de bonne foi, mais de proactivité pour encore et toujours améliorer l'approche, puis au final, d'avoir moins de grandes dépendances et d'incertitudes par rapport à, dans le fond, une main-d'œuvre qui pourrait parfois, dans le fond, ne pas être toujours renouvelée d'année en année, mais plutôt un petit peu plus constante. Fait que c'est ça l'idée. Merci beaucoup, Madame la ministre. Il nous reste au fond que quelques minutes. Je veux m'assurer que vous ayez du temps également pour dire quelques mots de clôture, mais une question ici sur le budget. Au fond, qui dit budget dit finances publiques et 70% au fond des membres de la FCI craignent au fond les répercussions à long terme que la pandémie pourrait avoir sur l'économie. Donc, est-ce que le gouvernement a un plan pour s'assurer que les finances publiques demeurent saines et que que la pandémie actuelle n'ait pas de répercussions à trop long terme sur les finances publiques? Mais je pense qu'il y a un principe de base. Jasmin, j'ai eu plusieurs questions sur la façon dont le gouvernement fédéral peut aider les petites entreprises à ne pas s'endetter et à passer à travers la pandémie et la crise économique. Mais c'est pas compliqué. On a décidé de prendre sur nos épaules en tant que gouvernement l'endettement, dans le fond, des citoyens et des entreprises pour pas que vous ayez à le prendre sur vos épaules. Et on pense que c'était la meilleure façon d'agir. Pourquoi? Parce qu'on est un gouvernement, on est une des grandes économies avec notre participation au G7 et on était capable d'assumer ce risque-là à des taux d'intérêt très bas, historiquement bas, et avec, dans le fond, un niveau ratio dette-PIB qui était le plus bas du G7 avant la pandémie et qui l'est encore après la pandémie. Donc, je pense pas qu'on est dans une dynamique de dire on doit tomber nécessairement dans des coupures et de l'austérité. Au contraire, on doit être là pour aider nos entreprises à garder leurs employés, ne pas tomber dans des pourcentages faramineux de personnes qui se retrouvent sur le chômage et qui ne sont pas capables, dans le fond, de tantôt se trouver un emploi ou même d'être capables de payer de la nourriture, leur loyer, leur hypothèque. Et en même temps, ben, on ne veut pas propulser plein d'entreprises, particulièrement des petites entreprises, vers la faillite parce qu'on sait à quel point lancer une entreprise, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'énergie. En tant qu'ancienne femme entrepreneur, je sais à quel point c'est difficile, ça prend du temps et beaucoup d'insomnie pour avoir une entreprise qui croît, qui va bien, qui est profitable. Ça prend parfois des années. Donc, c'est pour ça que notre objectif, c'était de dire faisons en sorte d'avoir la meilleure approche possible pour aider nos entreprises. Soyons pas naïfs. Comparons-nous à d'autres pays dans le monde. Les autres pays dans le monde ont dit, bon, ben nous, on va investir entre 3 et 4 de notre PIB après la pandémie pour relancer notre économie. Nous, on a investi 4 de notre PIB, ce qui est comme, dans le fond, conforme à ce que l'Australie, l'Europe, les États-Unis, même les États-Unis vont beaucoup plus que ça avec le 3e plan proposé par Biden récemment. Donc, on pense que tout ça fait en sorte qu'on a vraiment l'économie sur les rails, mais le plus important présentement, c'est se faire vacciner. Donc, si vous n'êtes pas vacciné, vous y avez droit, s'il vous plaît, allez-y. Si vous avez des amis de la famille autour de vous qui ne sont pas vaccinés, je vous incite à faire en sorte qu'ils puissent, que vous puissiez les convaincre à se faire vacciner parce que c'est ça qui va faire la différence entre une économie plus ouverte ou malheureusement plus fermée. Et c'est ça aussi qui va faire en sorte que même comme pays, on va être capable de rebondir parce qu'on va être un des premiers pays au monde qui va, dans le fond, dont la population va être vaccinée. Et puis après, ben, il y a plusieurs autres pays dans le monde qui rêvent de se faire vacciner. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette conversation. Bonne chance dans ce que vous faites. Je vous envoie énormément d'énergie positive et de force. Je sais que ce sont des moments pénibles, difficiles, mais on est avec vous puis on ne vous lâchera pas. Merci beaucoup, Madame la ministre, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un honneur de vous recevoir, un grand plaisir d'échanger avec vous.
Je sais qu'il y a plusieurs questions qu'on a reçues qui demeurent sans réponse, donc vous pouvez contacter nos conseillers aux entreprises et ceux-ci se feront un plaisir de vous aider au meilleur de leurs connaissances. Vous allez tous recevoir l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui, donc vous allez pouvoir réécouter les commentaires et les réponses de la ministre Mélanie Joly et également partager le webinaire avec vos amis, collègues entrepreneurs si vous le souhaitez. Vous avez à l'écran les différentes plateformes de médias sociaux sur lesquelles vous pouvez trouver l'information qu'on partage concernant, oui, la COVID, mais tous les autres enjeux également qui touchent les entrepreneurs. Je vous remercie beaucoup, encore une fois, Madame la ministre, d'avoir été avec nous. Je remercie évidemment tous ceux qui ont assisté à la séance aujourd'hui et je souhaite à tous un excellent week-end. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.